Vous êtes toujours dans l'essentiel, on va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Anne Corpet, chroniqueuse internationale à France 24. Bonjour Anne. Bonjour. Au sommaire, Jafar Panahi de retour en Iran sur fond de nouvelles crises diplomatiques entre Paris et Téhéran. Le pouvoir iranien convoque le chargé d'affaires français après les propos du ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot s'en est pris au régime en saluant la Palme d'Or remise au cinéaste dissident. Moscou poursuit son déluge de drones dans le ciel ukrainien, mais temporise face à Washington après le coup de sang de Donald Trump hier, qui est allé jusqu'à se demander si Vladimir Poutine était devenu fou. Le Kremlin loue les efforts du président américain pour parvenir à des négociations avec Kiev. C'est tout de suite, on va plus loin. Rien ne va plus à nouveau entre Paris et Téhéran. L'Iran a convoqué hier le chargé d'affaires français en poste dans la capitale iranienne. C'est un tweet de Jean-Noël Barrot qui a mis le feu aux poudres, le ministre français des Affaires étrangères qui dénonçait le régime iranien tout en saluant la Palme d'Or décernée à Jafar Panahi. Le cinéaste dissident est de retour chez lui malgré les menaces. David Gilbert. Une arrivée dans la nuit, loin des paillettes de la croisette cannoise, mais sous les vivas des quelques Iraniens venus l'attendre à l'aéroport de Téhéran. 2 jours après avoir obtenu sa Palme d'Or, Jafar Panahi salue ses admirateurs. Accompagné notamment par 2 femmes ne portant pas le voile, le réalisateur du film Un simple accident n'a pas tardé à revenir dans son pays. Un ultime pied de nez au régime de la part de cet homme de 64 ans qui a déjà passé plus de 6 mois en prison en 2022 et 2023. Interdit de sortie de territoire pendant 15 ans, il expliquait dimanche à France Inter ne pas envisager de rester en exil, quel que soit le sort qui lui était réservé. Quand on fait de tels films, on sait qu'il y a un prix à payer. Ça peut être la prison, ça peut être 1000 autres choses. C'est le prix à payer et je suis prêt. Mais c'est pas grave. Si ça arrive, j'irai me reposer en prison et recevoir de nouvelles histoires. Jafar Panahi n'aurait a priori pas été inquiété depuis son arrivée à Téhéran. Mais aucune garantie que sa Palme d'Or n'empêche le régime ultra-conservateur chiite de le condamner à nouveau pour ce qu'il juge comme des films de propagande. Le chargé d'affaires français à Téhéran a en revanche, lui, été convoqué par le ministère iranien des Affaires étrangères. Une manière de protester contre des propos jugés insultants, postés samedi par le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Dans un geste de résistance contre l'oppression du régime iranien, Jafar Panahi emporte une Palme d'Or qui ravive l'espoir pour tous les combattants de la liberté, partout dans le monde. Des échanges diplomatiques tendus qui interviennent alors que l'Iran qualifie ce matin d'instrumentalisation la plainte déposée contre elle par la France devant la Cour internationale de justice. Paris dénonce les conditions indignes de détention des 2 Français, Cécile Collère et Jacques Paris, depuis plus de 3 ans. Et on va voir maintenant quelles sont les réactions à Téhéran au retour de Jafar Panahi, auréolé donc de cette Palme d'Or. On fait le point avec Siavash Ghazi sur place pour France 24. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun responsable politique de la part des conservateurs, au niveau du Parlement, des parlementaires ou des députés qui en général prennent la parole, de la justice ou du gouvernement n'ont pris la parole contre le film de Jafar Panahi, interrogé donc par ce matin lors d'une conférence de presse. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a même affirmé qu'il n'était pas un expert en matière d'art et de cinéma, et donc il ne pouvait pas se prononcer sur le film de Jafar Panahi, même s'il a pris position contre les déclarations du ministre français des Affaires étrangères. Donc, est-ce que cela veut dire que les autorités iraniennes ont décidé donc de ne pas réagir à ce film et donc de ne pas provoquer une réaction au niveau international, ou bien est-ce qu'ils vont attendre quelques jours avant de, par exemple, convoquer Jafar Panahi pour le film qui a été tourné clandestinement? C'est toute la question qu'on se pose. En tout cas, les seules réactions qu'on a, c'est les médias conservateurs qui ont critiqué le film et l'attribution du prix qui a été qualifié par les journaux conservateurs de prix politique, mais aussi des réactions de la part des journaux réformateurs qui ont salué les déclarations de Jafar Panahi en affirmant donc qu'il avait prononcé des paroles posées et donc médianes en appelant tous les Iraniens à se rassembler pour l'avenir du pays.
Négalé Bagayoko, Jean-Noël Barrot a-t-il eu raison d'exprimer de la sorte son soutien à Jafar Panahi en critiquant ouvertement, je cite, l'oppression du régime iranien? À mon avis, c'est périlleux dans le contexte actuel où il y a renégociation de l'accord sur le nucléaire iranien. On sait que les États-Unis sont à la manœuvre, mais les Européens sont aussi, bien entendu, concernés, puisque ce qui a été dénoncé en 2018, c'était ce fameux JCPOA, voilà, qui prévoyait l'implication de nombreux pays européens, puisqu'il y avait les 5 membres du Conseil de sécurité, plus l'Union européenne. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, il n'est pas forcément bienvenu de jeter de l'huile sur le feu, alors même que l'on est surpris de voir que Donald Trump semble avoir une position beaucoup moins extrémiste, beaucoup moins tranchée qu'on aurait pu s'y attendre. Par ailleurs, on ne peut quand même pas nier que la situation des droits en Iran est problématique à un certain nombre d'égards. Donc on pourrait y voir un acte de courage, mais en diplomatie, et on s'en aperçoit de plus en plus, peut-être que l'intimité reste la meilleure recette, le meilleur instrument à manier. Anne, Jafar Panahi, condamné déjà à plusieurs reprises en Iran, qui avait même été interdit pendant 14 ans d'exercer son métier de cinéaste et de sortir du territoire. Vous pouvez imaginer évidemment que lui décerner la Palme d'Or allait être sans doute vu comme un affront par l'Iran. Saluer cette Palme d'Or de cette manière, a-t-il eu les bons mots, Jean-Noël Barrot? J'ai l'impression quand même que les mots du ministre des Affaires étrangères ne sont pas non plus terrifiants pour le régime de Téhéran. Il a eu des mots moins forts que le réalisateur lui-même qui parlait de rayons d'espoir pour les prisonniers du pays. Ce que je voudrais saluer surtout, c'est le courage et l'humilité de Jafar Panahi qui a dit, on l'a entendu, être prêt à retourner en prison, mais surtout qui a souligné ce matin dans l'interview qu'il a donnée hier, mais qui a été diffusée ce matin sur France Inter, le fait que son courage n'était rien, au fond, si on le comparait à celui, par exemple, des femmes qui l'ont accueilli ce matin à l'aéroport au cri de « Femme, vie, liberté », qui sont, elles, anonymes et dont l'interpellation, l'incarcération, finalement, ne suscite aucune réaction. Jafar Panahi dit « Moi, je suis en quelque sorte protégé par le fait que tout le monde me connaît. C'est pas le premier réalisateur iranien qui reçoit une récompense. Il y en a eu d'autres. C'est pas la première récompense qu'il reçoit. Le dernier, c'était Abbas Kiarostami dans les années 90. Oui, et puis il y a des cinéastes qui ont fait le choix de rester en exil lorsqu'ils se sont déplacés pour recevoir leur récompense. Lui, j'ai trouvé ça d'une humilité et d'un courage fou. À la fois, il explique qu'il rentre en Iran parce qu'il ne sait pas faire autrement, parce qu'il, finalement, serait incapable de s'adapter à la vie ailleurs qu'à Téhéran. Et quand on lui dit « mais vous risquez d'aller en prison », il dit « eh bien, aller en prison, c'est comme rentrer à la maison ». Et cela me fournirait de nouvelles histoires à raconter, parce que son film pose une question qui va se poser un jour ou l'autre à l'Iran. C'est celle de la confrontation des victimes avec leurs tortionnaires. Et il est en avance sur l'histoire, mais il pose une vraie question et une question cruciale pour le pays. Il est inquiété, d'après vous, ou son statut justement de palmé à Cannes le rend intouchable, Jafar Panahi, d'après vous, Négalé Bagayoko? Narges Mohammadi avait eu le prix Nobel, ça ne l'a pas empêché d'être à la prison d'Evin aujourd'hui. Voilà, absolument. Et par ailleurs, on constate quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions officielles au prix lui-même. Ce qui est peut-être une indication qu'en effet, ce prix, pour le moment, le protège d'une certaine façon. Il est intéressant de voir que ce qui a été davantage mis en avant par les médias officiels, c'est ce fameux festival sur le film de la résistance, qui est un festival donc qui prime plus souvent des films qui parlent de la résistance du peuple palestinien ou qui font référence
au conflit entre l'Iran et l'Irak des années 80. Ouais. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une certaine gêne du côté des autorités, mais à mon avis, il est possible que la retenue à laquelle on assiste pour le moment ne soit que momentanée et que rapidement, d'ici quelques mois, en effet, Jafar Panahi ne soit inquiété. Ses proches indiquent que le pouvoir leur aurait déjà délivré un nouveau visa. Pour se rendre à Sydney, ce qui est quand même assez étonnant. Il faut savoir que ces films sont interdits en Iran, mais ils circulent. Et cette Palme d'Or, d'ailleurs, il y a dans Taxi Téhéran, son film de 2015, une scène où il montre bien comment circulent les DVD des films interdits. Lui-même tourné en clandestinité, d'ailleurs, Taxi Téhéran. Oui, il n'a plus le droit de tourner depuis 14 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, effectivement, cette Palme d'Or est ressentie comme une immense récompense par la population iranienne elle-même, et le pouvoir ne peut pas l'ignorer. Le pouvoir qui est confronté à une crise économique majeure, à une contestation aussi de la population, même si le mouvement Femmes Liberté a été réprimé de manière sanglante, il y a toujours des femmes à Téhéran qui osent défier les autorités au quotidien et qui se promènent sans ce voile obligatoire. Le régime sait que si il incarcère à nouveau un personnage qui apporte finalement du baume au cœur à cette population, il risque aussi, peut-être, sur le plan intérieur, de réveiller cette colère qui est pour l'instant tenue silencieusement par la terreur. Alors sachant, pour abonder dans votre sens, que ce qui est remarquable aussi dans le film, c'est que des femmes non voilées apparaissent, et on sait très bien que la contestation est partie justement de cette interpellation malheureusement dramatique de Masha Amini. Donc c'est aussi en effet un film qui fait écho à des questions extrêmement brûlantes sur la scène intérieure iranienne. Oui, cette énième brouille, vous l'évoquiez aussi au début de cette émission, entre l'Iran et la France, elle survient alors que Téhéran négocie un possible retour à un accord avec les Occidentaux. Un 5e cycle de pourparlers avait lieu vendredi à Rome avec les États-Unis, sans avancée notable, mais Donald Trump, lui, qualifie ces discussions de très très bonnes. Il évoque même la possibilité d'une annonce, sans dire laquelle. D'ailleurs, dans les 2 prochains jours, Anne Corpet, on est aussi près que ça d'un accord? Je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai appris à me méfier des annonces de Donald Trump. Rappelez-vous, la semaine dernière, il qualifiait sa relation avec Vladimir Poutine d'excellente après 2 heures de conversation téléphonique. Hier soir, il était très en colère on va le voir après, d'ailleurs, contre son ami Vladimir Poutine. Cela étant, il y a eu NBC News qui, la semaine dernière, a fait état effectivement d'un projet d'accord qui avançait. Mais bon, le diable se cache dans les détails et on sait que c'est une question extrêmement technique et complexe. L'accord évoqué par NBC prévoyait notamment que l'Iran accepte de sortir du pays tout son uranium enrichi au-delà des 3,67%. Dans les termes de l'accord de 2015. Donc c'est le retour au JCPOA, mais ce serait une énorme concession de la part de Téhéran. Ce serait annihiler finalement des dizaines d'années d'efforts pour parvenir à enrichir. Ils en sont aujourd'hui à 60%. Le problème, c'est que Washington, en tout cas c'est ce que dit Steve Witkoff, ne veut pas entendre parler même de nucléaire civil. C'est-à-dire Washington réclame 0 enrichissement. Et ça, c'est une condition inacceptable, une ligne rouge pour le régime de la République islamique. Le guide lui-même l'a affirmé, et quand le guide dit quelque chose, on peut s'y fier, contrairement à Donald Trump. Oui, l'Iran vient même d'écarter ce lundi toute possibilité de suspendre son enrichissement d'uranium. L'Iran est à 60% aujourd'hui. C'est ça, au motif qu'il a besoin de ce taux d'enrichissement pour développer son nucléaire civil. Et la déclaration officielle est de dire que si les négociations achoppées, de toute façon, l'Iran survivrait. C'est la déclaration qui a été faite. Donc, l'Iran, je pense, même s'il est extrêmement affaibli sur la scène régionale et internationale du fait de cette
quasi-disparition de l'axe de la résistance, peut-être se rend compte que Donald Trump, aujourd'hui, a besoin d'une victoire diplomatique aussi, parce que quand même, sur la plupart des autres théâtres, rien n'avance. Et finalement, ce dossier avance de manière lente, mais a l'air d'avancer. Si l'on en croit aussi quand même le médiateur, qui est le sultanat d'Oman, qui aussi considère, bon, il est aussi dans son rôle, mais qu'il y a certaines avancées en se posant comme un acteur plus impartial que les deux parties concernées. D'ailleurs, le président iranien, qui compte moins que le guide suprême, Massoud Pezeshkian, est attendu cette semaine à Oman. Peut-être effectivement que des avancées vont être annoncées. Les inspecteurs de l'AIEA aussi doivent se rendre à Téhéran. On voit que les négociations avancent avec les Américains. Il était question que les Iraniens reprennent langue aussi avec les Européens. Et on sait que les Français ont longtemps tenu d'ailleurs une position du temps de Laurent Fabius très en pointe sur ce dossier. Concrètement, aujourd'hui, l'Europe a un rôle à jouer. Est-ce que l'Iran essaye d'avoir de fer au feu pour arbitrer les uns contre les autres? On sent peut-être plus de mou du côté de la position américaine, finalement. C'est-à-dire que les Européens ont l'expérience de la négociation nucléaire avec les Iraniens. Les E3, comme on dit, ont mené ces discussions, encore une fois, extrêmement complexes avec l'Iran. Et il y a cette échéance majeure du 18 octobre prochain, qui est la date à laquelle l'ONU, les sanctions levées par l'ONU à l'issue de la conclusion de l'accord de 2015 doivent être remises en vigueur. C'est ce qu'on appelle le snapback. Et ça, c'est ce que l'Iran veut absolument éviter là. Et là, c'est une question quasiment de survie du régime. Donc, ils ont un levier, les Européens, avec ce snapback. Et c'est ça qui est aussi en cours de négociation. Et puis, je parlais tout à l'heure du diable qui se cache dans les détails. Il y a la visite annoncé aussi du chef de l'AIEA à Téhéran. C'est pas la première fois, il y était en avril dernier, mais c'est sans doute justement dans le cadre des négociations pour mettre au point un processus de vérification du respect des accords, parce que ça, c'est extrêmement important de s'assurer. Il ne s'agit pas seulement de signer un texte et d'offrir une belle victoire diplomatique à Donald Trump, il faut aussi s'assurer que les processus de vérification de ce texte puisse être effectivement solide et suivi des faits. Dans ce contexte, Nia Gallet, à la fois discussion, on sent effectivement la volonté de Donald Trump d'aboutir à un accord, ne serait-ce que pour éviter une conflagration avec l'Iran. Dans ce contexte, vous comprenez les tensions entre la France et Téhéran actuellement. On sait qu'il y a deux détenus français qui sont considérés comme otages par le pouvoir français. Exactement, Jacques Paris, actuellement en Iran. D'ailleurs, la France a déposé un recours devant la Cour de justice internationale relative à leur traitement, aux mauvais traitements qui leur sont faits, estime Paris. Vous comprenez le durcissement de cette tension au moment même où l'Iran est en posture de négocier, ou qu'en tout cas les États-Unis font tout pour revenir à un accord qu'ils ont eux-mêmes quitté? C'est pour ça qu'il me paraît un peu étonnant d'avoir lu sur X les déclarations du ministre des Affaires étrangères, parce qu'il y a en effet ces deux personnes toujours retenues en otage en Iran, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre otage qui a été libéré récemment. Donc il y avait des pourparlers qui donnaient des résultats entre la France et l'Iran. Donc oui, je pense en effet que ça n'était pas forcément le moment le plus stratégique pour faire des déclarations qui ne pouvaient être perçues que comme insultantes par le régime. Il y a une intention française d'après vous, Anne? Officiellement, la France disjoint ce dossier de Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont en détention depuis quand même plus de 3 ans. Officiellement, c'est un dossier qui est traité en tant que tel. Les Iraniens, eux, ne le traitent pas séparément des autres. Il est clair que Téhéran utilise ces deux pauvres otages comme une monnaie d'échange. On parle d'ailleurs couramment de la diplomatie des otages pour qualifier la manière dont le régime iranien instrumentalise ces incarcérations qui sont dues presque au hasard. C'est-à-dire que n'importe quel Français qui va se rendre
en vacances en Iran est susceptible d'être arrêté, d'être infligé, d'être accusé d'être un espion et d'être jeté en prison pour de longues années, et dans le but de servir de monnaie d'échange. Bon, la France dit toujours refuser de lier les discussions sur la libération de Cécile Collère et Jacques Paris aux autres dossiers, mais il est évident qu'on n'obtiendra pas leur libération sans rien donner en échange. La question est de savoir quoi. Et est-ce qu'on le saura un jour. Eh oui. On en vient à l'autre dossier, parce qu'après des attaques massives durant le week-end, la Russie a lancé un nombre record de drones en l'espace d'une nuit, 355 la nuit dernière, 3e vague d'affilée de bombardements nocturnes qui ont fait dire hier à Donald Trump que Vladimir Poutine avait perdu la tête. Écoutez. Je ne suis pas content de ce que fait Poutine. Il tue beaucoup de gens et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je le connais depuis longtemps, je me suis toujours bien entendu avec lui, mais il lance des roquettes sur des villes, il tue des gens et ça ne me plaît pas du tout, ok ? On est en pleine conversation et il tire des roquettes sur Kiev et sur d'autres villes. Je n'aime pas ça du tout. Nagale Bagayoko, que dire face à ces énièmes déclarations de Donald Trump? Nouveau revirement sans conséquence ou bien une réelle exaspération de sa part? Il laisse un petit peu sans voix parce qu'on voit que lui-même se trouve démuni alors qu'il était manifestement convaincu d'avoir des moyens de pression et de négociation extrêmement solides pour faire plier Vladimir Poutine. Là, après 4 mois maintenant, on a quand même le sentiment que beaucoup des annonces et des coups de menton dont le président américain a le secret se révèlent un peu tournés à vide parce que, en effet, Vladimir Poutine a une expérience, notamment de la pression qu'il peut faire peser sur ses interlocuteurs internationaux, qui n'est absolument pas partagée par le président américain. Donc oui, ça commence à prêter à sourire en réalité, si la situation n'était pas aussi dramatique. Mais ce qui apparaît évident, c'est que le président américain, pas plus qu'un autre acteur, n'a véritablement de levier pour avancer sur ce dossier-là, qui a quand même des aspects qui semblent lui échapper, parce qu'il y a eu ce fameux échange de 1000 prisonniers de part et d'autre qu'il ne mentionne pas, par ailleurs, alors que ça fait... Pardon ? Je dis, ce n'était pas le premier. Non, mais le il plus pourrait important. quand même, 1000 y compris des prisonniers qui étaient emprisonnés depuis plus de 3 ans, qui venaient apparemment, qui avaient été pris au moment de la bataille de Mariupol, etc. Il y avait des choses à mettre en avant, mais la seule chose que voit Donald Trump, ce sont en effet les bombardements, alors que, bien entendu, il y a beaucoup d'autres ficelles qui sont activés et tirés par le président russe. C'est un amateurisme, une forme d'incompétence. Il est ramené d'une certaine manière finalement à son expression originelle, c'est-à-dire qu'il a peu d'expérience en la matière, surtout face à des sujets de cet ordre, ou bien, d'après vous, une forme de jeu, de comédie orchestrée depuis des mois entre lui-même et Vladimir Poutine, une répartition des rôles. Qui sait, mais en tout cas, je pense que sa colère, elle est sincère et un peu nouvelle. Alors, Emmanuel Macron a dit que Donald Trump avait réalisé que Vladimir Poutine lui avait menti. Bon, en réalité, ce changement de ton, Donald Trump doit l'expliquer. Il ne peut pas l'expliquer en disant « je me suis trompé sur mon bon ami Vladimir Poutine, je me suis fait rouler dans la farine ». Non, alors il dit « il est fou, il lui est arrivé quelque chose ». C'est une manière de, finalement, rationaliser son exaspération, parce qu'il a besoin de pouvoir justifier une éventuelle volte-face, en tout cas une volte-face dans le discours. Pour rappel, donc, la semaine dernière, il avait encore d'excellentes relations avec son ami Vladimir Poutine. La vraie question, c'est de savoir si ce changement de ton
va se traduire dans les actes. Emmanuel Macron dit, bon, bah, voyez, il est en colère maintenant, Donald Trump, il faut une nouvelle date butoir et puis des sanctions immédiates. Mais quand Donald Trump est interrogé hier sur l'éventualité de nouvelles sanctions, il n'a pas l'air d'avoir de plan précis en réalité. Il dit, bah, nous allons voir. Vous êtes d'accord pour les sanctions? Absolument. En réalité, il y a un projet de loi qui est prêt avec des nouvelles sanctions, un projet de loi bipartisan qui est porté par le sénateur républicain Lindsey Graham, mais le Congrès ne le met pas à l'ordre du jour, ne le met pas à l'agenda pour un vote. Pourquoi? Parce que le Congrès ne sait pas encore, n'arrive pas lui-même à comprendre quel est le positionnement exact de Donald Trump. Et les élus du Parti républicain ne veulent surtout pas prendre le risque d'aller contre la volonté du président, auquel cas il s'exposerait à des représailles massives, politiques massives, de la part du locataire de la Maison-Blanche. Donc, à la fois, les sanctions sont prêtes, elles ont, semble-t-il, un soutien largement suffisant au sein du Congrès pour être rapidement adoptées, mais le Congrès est tétanisé comme un lapin dans les phares et attend de savoir... Qu'est-ce que veut Donald Trump? Au fond, personne ne le sait. Dans son propre pays. On sait qu'il veut un succès. On sait qu'il veut un succès, mais c'est ce que j'allais dire, ça s'arrête là. Voilà. Un succès. Oui, un succès sur l'Iran, un succès sur l'Ukraine. Et un succès sur Gaza. Voilà, un succès sur Gaza. Pour l'instant, sur ces 3 dossiers, c'est du sur place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Niagale Bagayoko, Anne Corpet. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel continue dans 3 minutes.